Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce module marketing. On est toujours dans l'analyse de l'environnement et aujourd'hui on fait un focus sur les outils SWOT et le cycle de vie. Alors pour commencer, il y a un outil qui est extrêmement célèbre et qui est mis un peu à toutes les sauces par les différents consultants, c'est la SWOT. La SWOT, c'est comme Pestel, c'est un acronyme, ça veut dire que chaque lettre équivaut à un mot et chaque mot, à nouveau, ce n'est pas rocket science, chaque mot, c'est en fait un axe d'analyse, un axe de réflexion sur lequel il va falloir vous positionner. Donc, les 4 lettres signifient, en anglais, SWOT, S pour strength, qui veut dire force en français, W pour weaknesses, qui veut dire faiblesse, O pour opportunities, qui veut dire opportunité, et T pour threats, qui veut dire menace. Alors en gros, le système est assez simple, hein. Vous voyez qu'on a des forces et des opportunités, donc c'est des aspects positifs pour nous. Puis on a des faiblesses et des menaces, c'est des aspects négatifs pour nous. La grosse différence entre la première ligne à analyser et la deuxième ligne à analyser, c'est que les forces et les faiblesses, c'est quelque chose qui est interne. C'est-à-dire que ça me concerne uniquement moi et ça ne concerne pas mes concurrents. Les opportunités et les menaces, en revanche, ça concerne non seulement moi, mais aussi mes concurrents. C'est quelque chose d'externe à mon entreprise. Donc, typiquement, dans des forces, on va voir, on va aller plus loin avec Salvatore là-dessus, mais typiquement dans des forces, vous pouvez dire, ah bah tiens, moi je démarre avec un capital important, je démarre avec une clientèle préexistante, c'est une force, ça ne concerne que moi, ça ne concerne pas mes concurrents. Je suis du côté de Malmedy, je démarre une activité, je ne sais pas, d'opticien, je ne parle pas allemand, c'est une faiblesse. Mes concurrents n'ont peut-être pas cette même faiblesse. Par contre, au niveau des menaces, ben voilà, crise sanitaire, Covid-19, ça touche tout le monde, moi et mes concurrents. On est bien dans la menace. Un changement de réglementation politique, par exemple, je pense que c'était en 2018, pas de cotisation sociale pour le premier employé. C'est bien 2018, hein, Salvatore, que c'est rentré en vigueur, ça? C'est possible. Donc, pas de cotisation sociale pour le premier employé. C'est une opportunité, qui est une décision gouvernementale, qui concerne moi et mes concurrents. Tout qui engage son premier salarié, va pas payer de cotisation sociale dessus. Donc, voilà un peu comment l'outil fonctionne. Et comme je vous disais, on n'est pas en train de faire des calculs mathématiques très compliqués, hein. On est juste en train de se demander quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Maintenant, le problème de ça, c'est que très souvent, on se dit, il y a un projet d'entreprise, il n'y a pas une définition précise de ce que ça veut dire, un projet d'entreprise. On pose ça là et on vous dit, bah, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et ça, ce n'est pas très utile comme réflexion parce qu'on peut partir absolument dans tous les sens. Donc, le message qu'on aimerait vraiment vous faire passer avec Salvatore, c'est qu'une SWOT, ça ne se fait pas in abstracto, ça doit répondre à des questions précises. On ne dit pas, voilà un projet d'entreprise, faites-moi une analyse SWOT. On va essayer de poser des questions plus précises. Exemple, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir une crêperie dans le quartier de la gare? Là, on a une question précise, on a un contexte qui est donné, le quartier de la gare, on a une activité spécifique, une crêperie, et on répond à ça. On n'est pas juste en train de partir sur « oui, mais alors au niveau ressources humaines, oui, mais alors au niveau finances et fiscalité ». Non, on répond à une question qui est précise. Pareil, dois-je changer ma gamme de produits vers du vegan? Je suis masseur, je fonctionne avec certaines typologies de produits. Est-ce que maintenant, je dois aller travailler avec des produits qui ne sont pas testés sur des animaux, qui sont respectueux de l'environnement, etc. On est dans un contexte très précis, on est sur une question très précise. On a d'autres exemples, hein. Est-ce que je prends des stagiaires cette année ou l'année prochaine? Ben voilà, là, je peux réfléchir, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Où en sont mes concurrents par rapport à leur main-d'œuvre? Là, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que je change de comptable maintenant? À nouveau, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est une question précise que vous allez pouvoir analyser. Et la réponse peut finalement être oui sur base de votre analyse. Je vais changer de comptable parce que
Je me rends compte que l'ancien, c'est la vieille école et que machin, et en fait, je pourrais optimiser mes processus. Et la réponse pourrait être non. Bah non, parce que en fait, c'est une reprise d'entreprise, l'ancien comptable connaît tout. Si je devais changer de comptable maintenant, ça serait un prix dingue, rien que de faire passer les dossiers et qu'ils prennent les dossiers en main. Voilà. Donc, pour vous dire que la SWOT, ce n'est pas juste un outil large comme on a l'habitude de l'utiliser, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser, mais vraiment en faisant des focus sur des questions précises. J'ajouterais simplement que dans les forces et les faiblesses, tout comme dans les opportunités et les menaces, il faut que ce soit aussi des éléments précis. Être motivé, c'est pas nécessairement une force, ou en tout cas une force utile à mentionner. Euh, donc, essayer Et le d'être... B à bas. Si je ne suis pas motivé, le projet est mort. Donc, Voilà. voilà, ça vaut pas la peine de le mentionner comme une force, effectivement. Donc, c'est des opportunités qui doivent être significatives. Je veux dire, la reprise d'un magasin, c'est une opportunité significative. Le fait d'avoir une exclusivité de produit, c'est une exclusivité. Le fait d'avoir une certification spécifique dans mon métier, c'est un élément de force. Donc, et des forces peuvent très bien devenir des faiblesses. Je pense par exemple à l'âge. Euh, Tout âge a ses forces et ses faiblesses. Si je n'ai pas de, si je n'adapte pas la situation et mon projet à mon âge, par exemple. D'accord? Bon, être jeune, c'est une certaine force, c'est aussi une faiblesse parce que je peux être perçu comme quelqu'un qui manque d'expérience, tout comme Absolument. Et l'âge. pour illustrer ça, moi j'ai vraiment vu, et tu m'as connu dès mon entrée dans le monde professionnel, j'ai vraiment vu une évolution de comment les clients me parlaient quand je suis arrivé dans l'entreprise la première fois. Et puis après, j'ai eu de la barbe. Là, on a commencé à me prendre un peu plus au sérieux parce que ça me vieillissait. Et puis j'ai eu des lunettes. Ah, là, on s'est dit, ah, il a l'air malin. Et puis j'ai eu une alliance. Et là, on s'est dit, OK, il a l'air mature, il a l'air malin et il a l'air d'être de confiance. C'est assez marrant les symboles d'évolution de l'âge et l'impact que ça peut avoir sur la manière dont vous parle un client et tous ces symboles qui vont créer plus ou moins une grande confiance. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça ajoute de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire essayer de caractériser ce qu'est vraiment la force. Voilà, tu parles de l'âge. Ben, je prends par exemple un magasin d'optique. Ben, avoir un stagiaire de première année, ça veut dire qu'il faut que j'adapte aussi ma stratégie. C'est une force dans le sens que c'est une aide, c'est une faiblesse parce que ben, je ne peux pas le laisser tout seul et je risquerais de montrer une image d'amateurisme. Donc, il ne faut pas oublier que les personnes représentent l'entreprise et de ce fait, ben, comme Sylvain l'a dit par rapport à l'âge et à la personnification, ça a un impact. Donc, il faut tenter de vraiment établir ce que sont ses forces et ses faiblesses et ne pas rester dans des généralités comme je suis motivé, je suis jusqu'au boutiste, j'ai un diplôme, j'ai suivi une formation. Tout ça, ce sont des poncifs, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont nécessaires. Et tout est généralement un double tranchant, c'est-à-dire que euh, vous avez un jeune stagiaire barista dans un café. À la fois, il est jeune stagiaire, donc on lui pardonne plus vite le fait de faire des erreurs. Et je crois que c'est bien pour ça que dans les chaînes de café, genre Starbucks ou Café Nero ou des chaînes comme ça, euh, on va se dire, on leur met un t-shirt carrément, hein, un stagiaire, jeune, barista, trainee, voilà. On pardonne plus vite les erreurs. Mais par contre, on est plus attentif aux erreurs potentielles. C'est assez marrant, il y a ce double truc, c'est dire, ouais, mais c'est un jeune, il faut que je fasse gaffe, est-ce qu'il va pas foirer mon café, est-ce qu'il machin, est-ce que la mousse va être bien? Donc on va être plus attentif aux problèmes, mais on va plus les pardonner. C'est assez marrant. Donc voilà pour la SWOT. Alors par contre, n'hésitez pas à l'utiliser si vous devez demain aller trouver une banque, aller trouver des investisseurs.
c'est quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, parce que enfin, moi je trouve ça un peu bateau comme réflexion. Moi, je trouve que c'est le minimum de se poser ces questions-là, mais ça fait bien de dire SWOT, ça fait bien de la détailler, et ça fait du bien quand on sort des grandes généralités, et ça c'est vraiment très important, comme le disait Salvatore. Je reviens un petit peu sur l'aspect étude de marché que j'avais abordé. Comme vient de le dire Sylvain, étude de marché, soit n'utilisez pas des termes ou n'essayez pas d'impressionner la personne qui est derrière, à qui vous allez adresser le message. Je veux dire, en soi, un banquier, il s'en fiche d'avoir SWOT et d'avoir étude de marché. Ce qui compte, c'est le message que vous lui envoyez. Vous auriez une page A4 qui explique super bien votre projet. Ça peut être très suffisant. Par contre, vous pourriez y passer 10 pages pour ne rien dire, parce que les éléments n'ont ni queue ni tête. Donc, une SWOT mal faite, autant pas la faire. Une SWOT sans question, ça n'a aucun intérêt. Une étude de marché avec 20 personnes, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, attention, les outils qu'on vous propose, ce sont des outils simples. C'est là pour vous faire réfléchir, pour prendre des décisions. Ça n'a pas d'autre vertu. C'est pas Hmm. là pour faire classe, c'est pas là pour en jeter. D'accord? Oui, mais et comme quoi le débat est ouvert. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas là pour ça. Le faire et mal le faire, ça ne sert à rien. Mais par contre, le faire et bien le faire, ça prouve à l'investisseur potentiel qu'on a le vocabulaire business, qu'on connaît des méthodes business et qu'on essaye d'analyser. Et en fait, derrière, en le faisant bien, on montre qu'on analyse effectivement. Donc, voilà, je crois pas qu'il faut dire, ouais, c'est un peu bullshit la SWOT. D'ailleurs, si c'était le cas, on vous en parlerait pas. Je vous l'ai dit dans le module d'introduction, le but, c'est surtout pas de faire de la théorie avec vous, c'est de montrer des vrais outils pour mettre en pratique. Donc, voilà, ma conviction, mais elle est personnelle, c'est que je crois que ça en jette si et seulement si c'est bien fait. On va passer au dernier outil avant de clôturer ce module, qui est l'analyse du cycle de vie des produits. Alors, moi, Salvatore et moi, on a des choses différentes qu'on a envie de vous dire par rapport à cet outil-là. Moi, ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est une courbe, et la courbe du dessus, c'est la courbe classique des ventes. Donc, c'est vous dire, quand vous mettez un produit sur le marché, au début, il se lance pas bien, il se lance doucement, c'est la phase de lancement. Puis, à un moment, il va atteindre une certaine renommée, etc. Il se vend beaucoup plus, c'est la phase de croissance. À un moment, les gens ont assez consommé votre produit, les ventes ralentissent, c'est la maturité, et puis ça décline, c'est le déclin. C'est la courbe classique de vente de produits. Alors bien sûr, je vais revenir sur ce graphique-là après, il y a d'autres courbes que cette courbe classique-là. Vous voyez qu'il y a plein de courbes qui existent. Hein. L'apprentissage long, donc la courbe de croissance n'est pas hop, elle monte. Il y a des produits on voit le feu de paille, c'est le troisième. C'est des produits que vous lancez tout de suite, puis en fait, ça s'arrête directement après parce que en fait, c'était un peu gadget, les gens n'en ont pas besoin. Vous avez des cycles longs. Ici, ils mettent la pénicilline, mais si vous voulez penser à une marque très connue, Coca-Cola, clairement, ils ont fait une montée et ils sont toujours en maturité, ça ne décroît pas. Mais par contre, il y a des produits Coca-Cola qui ont fait plein de crash. Si vous pensez au Cherry, Coca-Cola Cherry, bah aujourd'hui, sur notre marché, il est presque inexistant. Il fonctionne encore un tout petit peu, mais presque inexistant. Le Coca-Cola Vanilla, c'est hyper rare dans nos magasins de le trouver. Il faut presque aller dans des magasins spécialisés en produits américains pour le trouver. Et par contre, le zéro, moi personnellement, quand ils l'ont lancé, j'y croyais pas du tout, Coca-Cola Zéro, qui était une alternative au light. Et finalement, à force de branding, ils ont réussi à le positionner. C'est bien, mais il va cannibaliser le Coca Light. Par contre, ils ont essayé de lancer le Coca-Cola Life, je ne sais pas si vous vous souvenez, une étiquette verte où ils remplaçaient l'aspartame par un autre édulcorant. Du stevia, je pense. Du stevia, exactement. Euh, Aujourd'hui, ça s'est craché. Donc vous voyez que Coca-Cola, qui pourtant maîtrise assez bien le cycle de vie des produits, puisque le Coca-Cola classique, on est vraiment sur un cycle long, malgré tout, quand il lance d'autres produits, il peut aller se cracher, malgré, et je reviens sur ce que tu disais, Salvatore, la quantité de thunes qu'ils ont et la quantité de consultants qu'ils ont pour faire 1001 études de marché.
Mais malgré ça, ben, il y a des produits qui ne fonctionnent pas. Moi, ce que j'ai vraiment envie de vous dire sur le cycle de vie, et là où j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, c'est oui, le cycle de vente a globalement souvent un peu cette tête-là. Toutefois, c'est pas parce que votre cycle de vente a cette tête-là que directement, dès que vous vendez, vous faites du bénéfice. Parce que oui, on calcule la marge sur quelque chose qu'on vend, mais n'oubliez pas que vous créez votre boîte. Créer sa boîte, et je vous renvoie au module d'avant, ça a des coûts initiaux, il faut mettre du capital, faut peut-être investir dans du matériel, faut peut-être euh, louer un bâtiment, louer un local, c'est un frais fixe qui tombe tous les mois. Et donc, avant de faire des profits, il faut déjà que votre courbe de vente soit haute. Donc, ne croyez pas que vous allez être profitable dès le début. Et pour revenir à la notion de plan financier dont on a déjà parlé, c'est hyper important de se rendre compte de ça pour voir à partir de quand vous êtes rentable. Et c'est peut-être pas grave si vous n'êtes pas rentable la première année, mais il faut le devenir à un moment. Ça, c'est ce que moi j'aime bien appeler sur le cycle de vie. Et toi, Salvatore, tu as une autre approche de cet outil-là. Alors, juste, je vais compléter parce que la courbe, j'aime bien la courbe sur les profits. Elle peut même ne pas avoir du tout cette allure-là. Tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais du secteur du bâtiment. Euh, je peux vous parler du secteur du bâtiment, mais même dans le secteur de la fiduciaire que je connais. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez un comptable classique, vu qu'il a un nombre d'heures qui est limité sur sa journée, son salaire ou le bénéfice qu'il peut générer va plafonner. Il peut facturer à ses clients un maximum par personne si lui, il est tout seul. S'il s'associe, il bénéficie d'un tout petit peu de frais d'économie d'échelle, d'accord, et de frais de structure qu'il met en commun, donc. Si demain il veut grandir, c'est-à-dire qu'il veut voir sa rémunération, ses profits individuels, pardon, augmenter, qu'est-ce qui se passe? Il va devoir engager. Le problème, c'est que quand vous engagez, vous allez engager une personne, votre rentabilité va chuter. Deux personnes, elle va encore chuter un petit peu plus. Trois personnes, elle va chuter. Ce que je suis en train de dire, et c'est valable dans le secteur du bâtiment, c'est que si vous voulez par une stratégie de croissance, augmenter vos marges, vous allez devoir continuer à engager jusqu'à ce que la masse critique que vous avez vous permette d'augmenter votre profit. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis quand vous ajoutez une personne, votre marge diminue? Parce que c'est rare que vous puissiez engager un ouvrier, par exemple, parce que vous avez déjà trop de travail. Parce que la question qui se pose, c'est comment est-ce que vous avez pu accepter un travail pour lequel vous n'avez pas les ressources? C'est souvent rare. Donc, ce qui veut dire que quand vous engagez un ouvrier, c'est parce que vous avez eu un peu de travail supplémentaire, mais souvent pas assez pour un ouvrier en entier. Ce qui veut dire que quand vous engagez un ouvrier, vous avez un peu de travail, mais le travail que vous n'avez pas encore Oui. diminue votre rentabilité initiale. Et ce n'est qu'à partir d'un certain volume, quand tous les ouvriers ou les premiers ouvriers que vous engagez sont suffisamment rentables, qu'alors là, votre marge va exploser. Et souvent, on a des entrepreneurs qui abandonnent parce que les tailles critiques sont souvent des tailles qui vont au-delà de 20 personnes. Si je prends par exemple une fiduciaire, si vraiment une fiduciaire veut être hyper rentable, il faut qu'elle soit plus que 15, 15-20. Et alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Tout simplement parce que quand vous êtes, et je prends un exemple que je connais, une fiduciaire, demain j'ai 20 employés, mon métier c'est plus d'être expert comptable. Mon métier, c'est de gérer une entreprise, c'est de gérer du personnel, c'est de gérer des clients, c'est de gérer des dossiers, mais c'est plus de faire de la comptabilité. Si demain, vous êtes un passionné d'électricité, mais vous avez deux équipes de 5 personnes, sachez que vous ne serez pas un patron sur chantier. Vous serez un patron qui allait faire des devis, qui allait faire du suivi qualité sur chantier. Vous ne serez plus un ouvrier électricien. Et donc, croître, c'est aussi qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous attendez du métier. Et ça me fait la transition toute trouvée vers le cycle de vie. Sylvain vous a parlé de l'aspect produit. Il y a le cycle de vie du produit. Est-ce qu'il est en phase de lancement, de croissance, de maturité? Mais il y a le cycle de vie de la personne, du porteur de projet. Je Et de reprends mon l'entreprise. masque. Alors, il y a le cycle de vie du porteur et le cycle de vie de l'entreprise.
Être une fiduciaire avec 15 ans d'expérience derrière, je ne suis pas dans le même cycle de vie. Je vends toujours le même produit-service, quoique il peut se différencier. Si je prends la fiduciaire, ben voilà, aujourd'hui, un comptable peut proposer du service connecté. C'est-à-dire que Et, je ne vends pas simplement de la comptabilité, je vends aussi le fait d'avoir accès à un portail, d'avoir accès à ces chiffres en ligne, d'avoir de la dématérialisation. et le Donc ça, cycle de c'est vie un de votre nouveau. entreprise, il va être lié aussi au cycle de vie de vos clients. Je vous donne un exemple, vous êtes coiffeur. J'ai déjà fait l'expérience une fois, je la ferai plus jamais, je crois, mais euh, j'étais plus jeune et je me dis, mais là, je veux toujours chez le coiffeur, bah, là-bas, à gauche, à droite et tout. Pourquoi j'irai pas chez le coiffeur de mon quartier finalement? Et j'y vais à pied et je rentre chez ce coiffeur qui payait pas de mine de l'extérieur et je vous confirme qu'il payait pas de mine de l'intérieur non plus. On avait un peu le cliché du vieil Italien moustachu avec les cheveux bouclés en brosse au-dessus de sa tête, avec toutes les vieilles mémées en train de se faire une permanente avec une sorte de moteur de hors-bord sur leur tête pour faire. C'était une catastrophe et donc j'ai commencé à avoir des sueurs froides et en fait, je me suis barré en courant de ce truc-là. Et donc, vous rentrez dans ce truc-là, il y a cette image du mec complètement dépassé avec une clientèle absolument pas liée à ce que moi je recherchais. Et donc là, on était clairement dans une entreprise qui, demain, la clientèle de ce monsieur se barre, il a plus rien. Parce qu'il ne va pas reconquérir une nouvelle clientèle. On a parlé de l'image de marque tout à l'heure. Clairement, lui, il a une image de marque qui ne changera jamais. Ce gars-là, vous n'allez pas le refaire. C'est ancré dans sa peau que sa personnalité, c'est le vieil italien avec les cheveux bouclés. C'est vraiment, si demain il perd sa clientèle qui lui permet de subsister aujourd'hui, c'est fini pour lui. Et voilà, c'est le croisement, donc le cycle de vie, c'est à la fois le produit, service que vous avez, que vous lancez, sa phase de vie. Vous, quelle est votre phase de vie? Vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous avez des responsabilités, vous êtes en pleine force de l'âge et la maturité de votre projet. Est-ce que votre projet il a 15 ans d'expérience derrière? Est-ce qu'il est tout jeune? Et donc, ça va vous permettre d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez un produit qui est très stable, mais que vous voyez avancer dans l'âge, il faut se poser la question, à l'instar du coiffeur, est-ce que je ne suis pas en train de vieillir avec ma clientèle? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que demain, si je veux revendre mon salon, il n'aura pas d'attrait parce que je revendrai une clientèle de vieux. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, une des solutions, par exemple, on vous a dit que c'était prendre des décisions, des solutions pour les coiffeurs, c'est de s'associer à des plus jeunes. Mais vraiment s'associer, pas avoir des employés, s'associer en disant, ben, euh, moi je suis en fin de parcours, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui soient en train de reprendre mes parts et de perpétuer le salon et donc de perpétuer la clientèle, de proposer dès lors des produits qui sont innovants, et tout ça, ça se travaille. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle de vie. C'est un travail un tout petit peu tous les jours, mais sur lesquels il faut avoir aussi une perspective long terme. Demain, votre entreprise, vous devez en avoir une vision tout le temps à 3-4 ans. Si vous n'avez pas cette vision à 3-4 ans, vous n'allez jamais faire évoluer votre société, votre projet. Ok. J'aimerais avoir ton avis, Salvatore, parce que je sais que j'ai pas mal d'étudiants qui haussent les sourcils ou qui sourient quand je parle de ça, parce qu'ils ont des métiers qui sont très, très particuliers. Et donc, comment tu adapterais cette philosophie du cycle de vie à, par exemple, des ambulanciers privés? Alors, tout simplement, je ne connais pas la législation sur les ambulanciers, mais les ambulanciers, c'est une profession qui est réglementée et sur lesquelles bah, votre client, c'est d'office les hôpitaux. Il y a un service qui a innové parce qu'il n'a pas toujours existé, c'est la SBL des ambulances par hélicoptère. Donc, c'est le service médical héliporté. C'est le seul exemple de différenciation dans le domaine des ambulances ou du service médical. La question après qui se pose, c'est derrière les groupes d'ambulances, alors je parle de groupes d'ambulances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour survivre en tant qu'ambulancier, les investissements sont à ce point colossaux que c'est souvent des groupes.
ou des sociétés suffisamment importantes, comment est-ce qu'on adapterait le cycle de vie? Ben, c'est par exemple, vous faites de l'ambulance, vos clients ce sont les hôpitaux, mais on demande aussi de plus en plus du service de transport de personnes âgées. Et donc, pourquoi pas une société d'ambulance pourrait se diversifier à travers peut-être d'autres sociétés, mais c'est de se dire, bah, j'ai des clients ou j'ai des contacts dans les milieux hospitaliers, dans les maisons de repos, est-ce que j'offrirais pas des services de transport qui ne sont pas des ambulances, mais des services de transport différenciés sur transport de personnes à mobilité réduite, services de transport spécialisés, services de transport de seniors. Voilà pour ces outils d'analyse de l'environnement. Dans le prochain module, on passera à l'analyse du marché et on vous parlera de segmentation et de ciblage, notions qui ont été déjà très largement introduites aujourd'hui. Bonne fin de soirée!